présente. Donc effectivement, je vais vous parler un peu de services web Carto et de PostgreSQL avec deux produits qui s'appellent PG FeatureServe et PG TileServe. Et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Puis je vais vous présenter un peu ça, puis il y aura l'occasion de poser des questions dessus. C'est un peu technique, mais voilà, si vous avez des questions un peu plus générales, n'hésitez pas à les poser également. Qui je suis d'abord? Donc Vincent Picavet, je suis patron d'une entreprise qui s'appelle Oslandia, qui développe des systèmes d'information géographique au sens large du terme, c'est-à-dire tous les développements informatiques qui vont concerner de la donnée qu'on peut rattacher au territoire, de façon générale. Et je suis aussi, j'ai un background technique, donc je suis aussi un peu architecte en système d'information géographique, et c'est un peu à ce sens-là que je présente aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avant dans les SIG web? Avant, dans les SIG classiques, on prenait la donnée SIG, donc en général qui vient de fichier ou qui vient de base de données, et puis on faisait un rendu de cette donnée-là pour qu'elle soit convertie sous forme d'image. Si vous allez sur Google Maps, typiquement, qui n'est pas open source, hein, mais c'est un bon exemple, vous allez avoir des petites imagettes comme ça, qui sont, en tout cas vous aviez à l'époque, qui sont des images de 256 sur 256. C'est un rendu de la donnée géométrique qui correspond aux lignes, aux bâtiments, etc. Donc ça, c'était ce qu'on faisait avant. Et pour ça, il y a besoin d'un moteur de rendu côté serveur, donc un composant logiciel qui va prendre la donnée, qui va la transformer en image avec des règles de symbologie. Et récemment, on a changé un peu de paradigme. Je parlais de Google parce que ce n'est pas complètement innocent, parce que c'est quand même eux qui ont vachement poussé ça. Et on est passé à des choses qui sont qu'on appelle vector tiles maintenant, qui sont des tuiles vectorielles, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de l'image côté client, on va avoir des géométries. On va avoir du rendu géométrique, du vectoriel. Alors il y en a qui vont dire « Ah, mais on faisait déjà ça avec Flash à l'époque. » Oui, bon, on a arrêté de faire du Flash pour plein de bonnes raisons. Mais les principes de rendu vectoriel dans le navigateur reviennent. Et du coup, on fait le rendu côté client. Ça a pas mal d'avantages. On peut faire notamment de la sélection de la géométrie plutôt que sur une image. On va pouvoir sélectionner une route. On va pouvoir styliser aussi dynamiquement la donnée qu'on va avoir côté front. Et puis, on peut faire aussi, par exemple, du passage à la souris. On va afficher des pop-up, des choses comme ça. On a également un déplacement des ressources de rendu qui étaient côté serveur, et des choses qui sont assez coûteuses, vers le client. Donc on va distribuer les ressources nécessaires pour faire le rendu de la géométrie, ce qui est pas mal. Et puis ça peut avoir aussi des avantages en termes d'accessibilité. Est-ce qu'on a encore besoin du coup de serveurs cartographiques qui vont faire cette opération de rendu image, de QGIS serveur, de GeoServer, de MapServer? Ben oui, parce qu'il y a encore plein de choses pour lesquelles il sont nécessaires de fournir des web services standardisés avec l'OGC, d'accéder à des data sources qui sont spécifiques, etc. Mais désormais, on a ce principe de vector tiles qui nous permet d'avoir de la tuile vectorielle côté client. Et donc, pour accéder à pour utiliser ce format vector tiles, on a deux projets, notamment, que je vais vous présenter ici, qui sont des projets PG et TileServe, parce qu'il s'agit de PG TileServe et PG FeatureServe, qui partent du principe qu'on a de la donnée dans PostgreSQL et PostGIS. Donc, PostGIS, c'est ce qui va gérer la donnée cartographique au-dessus de PostgreSQL. Et PostGIS peut produire des données vectorielles et du GeoJSON directement. Donc on peut directement dans la base de données construire la donnée qui va être utilisée côté client. Et les clients front savent lire cette donnée-là, ce format de données GeoJSON, ce format de données tuile vectorielle. Mais comme vous le savez certainement, on ne peut pas directement connecter un navigateur à une base de données, sinon ça met le bazar, et puis vous avez toutes les équipes de la DSI qui vous tombent dessus en disant mais d'une part c'est pas possible, et d'autre part il ne faut surtout pas le faire. Donc il nous manque un morceau intermédiaire entre la base de données et le client front. Eh bien, c'est ça que vont apporter les projets PG et TileServe. Donc, c'est une connexion entre le web et PostGIS. Et puis, en plus, on fait ça avec une connexion avec un protocole qui est standardisé, qui est connu. Et puis, on ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires. Les bases de ces projets, c'est quoi? C'est des projets qui sont écrits en Go. Donc, c'est des projets qui sont relativement récents. C'est des projets qui fournissent une API REST. Donc, on est sur une infrastructure qui est globalement basée sur de l'API REST. C'est important à noter parce que, historiquement, dans les web services cartographiques, on a plutôt tendance à avoir des web services qui sont basés plutôt sur des principes SOAP
et plutôt sur des formats type GML, qui sont des formats XML assez complexes à manipuler. Là, on est plutôt sur des paradigmes REST avec du JSON, du GeoJSON, qui sont des formats qui sont un peu plus simples à utiliser quand même. Sur ces projets-là, on a un choix qui est de dire on supporte PostgreSQL et PostGIS uniquement. Voilà, on part du postulat qu'on a une base de données et que cette base de données, c'est PostgreSQL, PostGIS. PostGIS, ce n'est pas la seule base de données qui sait faire du géographique. Il y a Oracle Spatial en propriétaire. Il y a MySQL qui essaye de faire du géographique, mais qui n'y arrive pas trop. PostgreSQL, c'est mieux que MySQL, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est important à noter. Et PostGIS, en termes de géographique, c'est un peu la référence. Donc ces projets-là disent, on a une base de données PostGIS, et cette base de données sait faire la conversion dans le format vectoriel. Et puis, on va avoir juste une configuration du serveur. Et la configuration de cette couche de serveur, c'est comment il va se connecter à la base. Et puis, c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, ce PG FeatureServe ou ce PG TileServe? Il va prendre des tables, il va prendre des vues, il va prendre des fonctions, et il va créer les services web correspondants automatiquement. Du coup, c'est des composants qui sont très très légers et qui vont juste faire un passe-plat entre la base de données et l'application front. Il y en a plusieurs, donc il y a PG TileServe notamment, qui va utiliser le protocole XYZ de tuilage. Alors, c'est quoi? C'est que quand on a une application cartographique, je le disais, si vous allez sur OpenStreetMap ou si vous allez sur Google Maps, vous allez voir que le monde est découpé en petites tuiles, en petits carreaux. Donc on a tout un tuilage qui existe pour représenter, pour savoir où est-ce qu'on est. Et c'est ce protocole-là, XYZ, qui va être utilisé par PG TileServe. Et ça, c'est le protocole d'accès à la donnée, pour savoir où est-ce qu'on va chercher la donnée géographiquement parlant. Et puis, on a un format qui est le format qui s'appelle Mapbox Vector Tile. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que c'est une boîte qui s'appelle Mapbox qui l'a écrit, et que c'est de la tuile vectorielle. Et donc, qu'est-ce que ça fait, PG TileServe? Ça prend une table qui est dans mon schéma, qui s'appelle ma table, et ça va fournir un service qui est traduit sous forme d'URL de ce type-là. Donc du type localhost 780, ça c'est le serveur. Et ensuite, j'ai une URL qui est construite avec mon schéma, ma table, et je vais lui passer en paramètres Z, X et Y qui sont les coordonnées de la tuile, les index de la tuile que je veux aller chercher. Et le point PBF, c'est le format vector-tile que je vais récupérer. Et donc avec ça, je vais récupérer un élément de tuile. Je vais vous montrer après des images. Ensuite, on a un deuxième outil qui est PG FeatureServe, qui va être exactement sur le même principe, sauf qu'il n'utilise pas le même protocole. Il va prendre un protocole qui s'appelle OGC API Features. Le protocole OGC API Features, c'est un protocole de l'OGC. L'OGC, c'est l'Open Geospatial Consortium. L'Open Geospatial Consortium, c'est un groupement industriel assez vaste qui va dire comment on accède à de la donnée géographique pour des applications web en particulier, quel format on utilise, comment se font les échanges, etc. etc. Et donc, ils ont commencé à réécrire une nouvelle génération de formats qui sont des formats basés sur REST et sur JSON, dont un des premiers est API for Features. Et une feature en géospatial, c'est un objet géométrique. Donc, par exemple, un point, une ligne, un polygone qui peuvent représenter une maison, une route, un bâtiment éventuellement avec sa surface. Et donc, dans PG FeatureServe, on a un format qui est du format GeoJSON ou du format JSON si on n'a pas la géométrie. Comment on fait pour requêter de PG FeatureServe? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner également des URL automatiquement. Donc là, on est aussi sur l'URL du serveur. Et puis, on a donc cette API qui est définie, qui va donner un ensemble de collections, ce qu'on appelle. Donc c'est l'ensemble des données qu'on a à l'intérieur de la base de données qui sont exposées sur le web. Et par exemple, on va aller chercher les données qui sont ne.countries, donc la liste des pays, et qui correspondent à la table qui s'appelle ne.countries. Et on va prendre les items qui sont contenus à l'intérieur d'une bbox. Une bbox, c'est une emprise. Donc on donne des coordonnées géographiques des deux coins d'un rectangle et on veut récupérer tout ce qui est à l'intérieur.
Donc on a un protocole de récupération de la donnée, ici qui n'est pas basé sur des tuiles, qui est basé sur des emprises géographiques. Et on va pouvoir choisir également, on peut rajouter un nombre de paramètres dans l'URL pour, ici par exemple, filtrer sur des données attributaires. Donc on va dire, je veux les données du continent européen et je veux que le pays, ce soit la France. On a plein d'autres attributs, d'autres paramètres, comme par exemple l'ordre dans lequel on veut récupérer les données, la limitation du paging, la liste des propriétés retournées, etc. Donc tout ça est défini dans l'API de l'OGC. Et puis, on va récupérer aussi des métadonnées. Donc, on va pouvoir interroger qu'est-ce qu'il y a sur le serveur comme service accessible ou qu'est-ce qu'il y a sur la base de données comme service accessible. Et puis, ces métadonnées-là, elles sont disponibles en prévisualisation. Et donc ça, c'est ce que vous récupérez quand vous installez pgtileserve, par exemple. Vous allez le déployer, vous lui dites je me connecte à la base de données PostGIS que j'ai installée à tel endroit. Et si vous allez sur la base, l'URL de base de pgtileserve, vous allez accéder à cette page-là qui va vous dire j'ai un fichier index.json, j'ai un lien qui va me donner la liste des layers, c'est-à-dire la liste des couches de données qui sont disponibles, qui ont été exposées automatiquement en web service. Là, il va me lister la liste des couches, en l'occurrence, j'en ai pas. Et j'ai des fonctions également, je reviendrai dessus, qui sont des éléments que je peux appeler à partir de mon API, qui ont été générés automatiquement à partir des fonctions PostgreSQL PostGIS. Donc, on a une page d'accueil automatiquement dans pgtileserve qui nous donne un certain nombre d'informations et qui est assez pratique. Côté pgFeatureServe, si je me connecte sur pgFeatureServe, il va me donner quoi ? Il va me donner une page d'accueil avec tous les points d'entrée de l'API, qui est de l'API OGC API for Features. Et vous allez pouvoir reconnaître, c'est généré par Swagger, qui respecte les specs OpenAPI. Et donc, on va voir que j'ai des points d'entrée API, j'ai des points d'entrée collection dans lesquels je vais trouver les données. Je vais pouvoir avoir les items si je veux accéder à une donnée en particulier, la liste des fonctions disponibles, etc., etc. Ça donne quoi si je clique sur une collection de données ? C'est ça. Donc là, on est sur le serveur pgFeatureServe. Si je me connecte directement et que je clique sur un item de collection, eh bien, je vais avoir la liste, ici c'est les communes du 87. Et donc, c'est des données qui sont stockées dans la base de données sous forme de géométrie polygonale. Et j'ai démarré pgFeatureServe dessus. Je me suis connecté sur l'interface graphique. Et si je vais sur le layer qui s'appelle public.commune87, il me génère automatiquement cette interface-là, qui est déjà un front en HTML, CSS, JavaScript, qui va me charger la liste des données, l'ensemble des données que j'ai dans cette table-là. Donc l'ensemble des communes, avec donc, les polygones, et puis je peux accéder, si je clique dessus, à la liste des attributs qui sont ici pour un polygone en particulier. Si je vais voir la feature ID 189, je sais qu'elle a été créée en 2003, que son nom c'est Limoges et la date de mise à jour. Et bien sûr, j'ai les fonctionnalités cartographiques, je peux zoomer, dézoomer, etc. Donc, pgFeatureServe fournit par défaut, et pgtileserve aussi, fournissent par défaut une interface graphique de test et de debug, mais vous pouvez très bien coder la même chose dans votre application. C'est l'objectif d'utiliser, de coder votre front pour accéder à ces web services. Mais c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est déjà intégré. Donc ça, c'est de l'accès assez simple à la donnée, c'est-à-dire on a de la donnée qui est stockée, on va générer un web service dessus, fournir un web service avec pgtileserve ou pgFeatureServe, et le front se connecte sur le web service, affiche la donnée, on peut récupérer les informations attributaires, c'est de la donnée qui est directement la donnée qui est présente en base de données. Ces projets-là permettent de faire des trucs assez sympas, qui sont notamment qu'on peut exposer des fonctions. Alors, des fonctions dans PostgreSQL, dans PostGIS, vous pouvez coder côté serveur. Donc, vous pouvez avoir des fonctions que vous pouvez appeler, qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont utiliser du SQL pour renvoyer des résultats à partir de ce qu'on a comme données. Et ici, vous pouvez avoir des fonctions que vous allez créer qui vont vous renvoyer des tuiles vectorielles, par exemple, dans l'exemple ici de pgtileserve.
on crée une fonction qui s'appelle debugtiles, qui prend en paramètre les z, x et y qu'on retrouve en paramètres de l'URL, et qui va faire un traitement et renvoyer le résultat. Le traitement ici, donc c'est une requête SQL. La requête SQL, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va renvoyer sous format asMVT, c'est le format vectortile, donc au format du protocole. On va aller chercher la tuile, et la tuile, je vais générer, avec tileEnvelope, je vais générer juste le carré qui correspond à la tuile que j'ai demandé. Donc en fait, j'ai une fonction, il n'y a pas de données derrière. La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'index z, x, y, et elle va renvoyer le rectangle géométrique qui correspond à cet endroit-là. Et cette fonction-là, dans PG TileServe, elle est exposée en tant que web service. Et je peux me connecter sur ce web service-là et aller visualiser ce qu'il y a dedans. Donc là, en l'occurrence, on se connecte avec QGIS, qui est un client cartographique client lourd, mais qui supporte ces protocoles-là. Et je vois que j'ai les géométries qui sont les différentes tuiles. Et je peux aller sélectionner celle qui est en X16, Y11 et Z5, qui correspond à ce niveau de zoom-là sur la France. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonctions? On peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Ici, on va faire une fonction donc, qui est un peu plus complexe, où on va prendre en paramètres, pas les x, y, z, mais on va prendre un paramètre de clic, de latitude, longitude d'un endroit où on va cliquer, et un rayon. Donc ici, on va lui dire, je veux 100 mètres, par exemple. Et tu vas me retourner un ensemble de parcelles cadastrales qui sont comprises dans ce rayon-là en les découpant. Donc la requête ici, elle est un petit peu plus complexe. On va sélectionner la table des parcelles. On va prendre les arguments aussi qu'on a passés en paramètres. Et avec la table des parcelles, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les parcelles qui sont à l'intérieur du rayon. On va juste sélectionner ces parcelles-là autour du clic. Donc je fais une intersection entre ma géométrie des parcelles et le rayon autour de ce point-là. Donc je vais récupérer que ces géométries-là. Et en plus, ces géométries, je vais les découper par un cercle de ce même rayon-là. Et je vais prendre l'intersection et je vais renvoyer tout ça au format qui est nécessaire. Et donc, le résultat, c'est ça, côté front. J'implémente quoi? Là, c'est directement dans le service de démo de PG FeatureServe. Il vous donne un endroit où vous pouvez rentrer votre paramètre, puisque la fonction, elle accepte un paramètre. Et quand on clique, il va automatiquement aller faire la requête et renvoyer le résultat. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est toutes les parcelles qui sont dans 100 mètres et qui sont aussi tronquées avec ce cercle de 100 mètres. Donc là, on voit qu'on a développé juste une fonction PostgreSQL et automatiquement, on a un web service qui a été mis en place, qui est accessible, qui est standardisé et qui va faire déjà une analyse sur la donnée. Donc dans les fonctions, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi que vous pouvez faire en PostgreSQL et vous pouvez l'exploiter à travers du front. Donc ici, c'est le front qui est intégré dans PG FeatureServe, mais on peut très bien développer n'importe quel front-end, intégrer ça à n'importe quelle application à partir du moment où on a accès à du JavaScript. Qu'est-ce qu'on peut faire comme fonction? On peut aller chercher des fonctions de PostgreSQL qui permettent de faire du full text search. Si vous voulez chercher sur tous les attributs de toute votre base de données pour trouver les géométries qui correspondent, PostgreSQL a des fonctionnalités pour ça. Donc vous pouvez exploiter le full text search pour l'intégrer dans PG FeatureServe. Et encore une fois, vous allez développer que la partie SQL à l'intérieur de la base de données. Vous n'avez pas de code dans le côté back-end. Vous pouvez calculer automatiquement des centroïdes. Vous pouvez calculer des cercles engobants, faire des agrégats géométriques, etc., etc. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, sinon prendre en considération des problématiques de performance notamment. Vous pouvez utiliser des systèmes de log de table ou de versionning, ce qui vous permettrait d'accéder à un dataset à une époque particulière, à une date particulière, pour remonter dans le temps ou avancer dans le temps pour voir l'état de votre donnée à un instant T. On peut aussi faire pour PG TileServe, par exemple, du cache pour optimiser l'affichage, pour optimiser les informations qui sont remontées au front en fonction d'un certain nombre de paramètres, et notamment le Z, puisque si je demande d'afficher toutes les parcelles, par exemple, et que je suis sur un zoom France entière,
le nombre de parcelles sur la France entière, ça se compte en millions. C'est beaucoup. Du coup, je vais faire un traitement pour que quand mon Z il est sur France entière, je vais renvoyer soit des agrégats de géométrie, soit seulement certaines informations qui vont éviter de surcharger le front. Par exemple, un exemple un petit peu plus complexe, c'est un cas réel qu'on a fait pour un client. On a un gros jeu de données qui est un 2 milliards de points qu'on va stocker dans la base de données avec l'extension de PostgreSQL qui s'appelle pg.cloud, qui est dédiée au stockage de points géographiques. Et donc, qu'est-ce qu'on stocke à l'intérieur ? On va stocker les points et puis leurs coordonnées x, y, z. C'est des informations de bathymétrie en l'occurrence. Donc le fond marin. Et ici, on utilise pgtileserve pour implémenter avec des fonctions pour implémenter un cache, parce que si on requête l'ensemble de la visualisation, on va récupérer 2 milliards de points affichés dans un navigateur. Ça doit être des géométries, il n'y a que 3 coordonnées x, y, z. Le navigateur, il va exploser. Du coup, il faut qu'on soit intelligent pour ne pas renvoyer l'ensemble des points en vecteur sur le navigateur. Donc on va faire des choses de ce type-là. On va implémenter une table de cache dans laquelle on va stocker pour chaque tuile un patch, c'est-à-dire un ensemble de points qu'on va renvoyer pour cette tuile en particulier, et particulièrement pour les tuiles qui sont à des niveaux de zoom élevés. Donc là, on fait une fonction qui s'appelle visu.sonde, qui prend en paramètre un x, y, z, donc l'indice de la tuile. Et puis, on va dire, si mon zoom Z il est supérieur ou égal à 17, c'est-à-dire que je suis très proche de la donnée, ça veut dire que j'aurai moins de points, forcément. Et dans ce cas-là, je vais retourner la donnée réelle, tous les points qui sont à l'intérieur de cette tuile-là. Mais si je ne suis pas à un niveau de zoom suffisamment proche, dans ce cas-là, je vais aller chercher... J'arrive pas. Ma table de cache. Je vais récupérer le patch de données qui est à l'intérieur de patch pg.cloud. Je vais prendre les points, je vais les transformer en vector tiles, et c'est ça que je vais renvoyer au client. Et mes points dans cette table de cache, c'est des points que j'aurais pré-traités. J'en aurais enlevé une partie, par exemple, je vais en mettre 1%, puis 5%, puis 10% en fonction des niveaux de zoom, pour que, côté client, à chaque fois que je vais faire une requête, j'ai à peu près le même nombre de points qui soient récupérés côté front, et que niveau affichage, ça va se ressembler, même si on n'a pas forcément autant de données. Donc ça donne quoi ? Ça donne ça. Donc ici, on est encore dans QGIS, et on va faire l'affichage de cette donnée. Donc là, c'est une table derrière qui a 2 milliards de points, et on va, au fur et à mesure, requêter le web service pour qu'il affiche les données. On voit bien les tuiles qui s'affichent au fur et à mesure, et il récupère les points. Et suivant les niveaux de zoom, il va soit taper dans la table d'origine où il y a les 2 milliards de points, mais comme on est proche, il y en aura moins. Soit, si on s'éloigne, il va taper dans la table de cache, et on aura un nombre de points qui est inférieur. Donc ça doit être la rade de Brest, si je ne m'abuse. Donc ces composants-là, ils sont intéressants parce qu'ils sont très simples. Côté back-end, il n'y a pas de code. On n'a rien codé. On a codé que des choses côté front éventuellement et côté base de données. Ils sont très flexibles parce qu'avec les fonctions, comme vous pouvez le voir, on peut faire des choses qui sont assez complexes. C'est du code de grande qualité. pgtileserve et pgfeatureserve, c'est des choses qui ont été initiées par Crunchy Data, qui sont une boîte d'experts PostgreSQL, et notamment par Paul Ramsey et Martin Davis, Paul Ramsey étant le créateur de PostGIS. C'est très facile à déployer, c'est un binaire, vous le posez, hop, vous le lancez, il écoute sur un port, et puis vous pouvez vous connecter. Et il y a une certaine facilité d'évolution fonctionnelle, parce que du coup, à chaque fois que vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous rajoutez des fonctions dans la base de données. Évidemment, ça, vous le versionnez sous Git pour pouvoir le déployer correctement, mais c'est assez agile en termes de capacité d'évolution.
quelques limitations quand même. La simplicité a souvent un coût. L'authentification, ça reste de l'authentification basique, donc potentiellement, il faut mettre en front des choses qui vont permettre de gérer du SSO ou des choses comme ça. Si on veut faire du filtrage sur du filtrage géographique, il faut faire des choses un peu intelligentes dessus, donc c'est un peu plus complexe à mettre en place. Et selon l'use case, parfois on a des points d'API ou des requêtes qui ne vont pas rentrer dans le protocole de VectorTiles ou qui ne vont pas rentrer dans le protocole OGC. Et du coup, on a besoin d'un back-end complémentaire en plus. Et parfois, on n'a pas d'autre choix que de faire du layer raster, donc sous format image, typiquement quand on a besoin de symbologie très avancée qu'on ne peut pas faire en rendu dans le navigateur. Voilà un peu pour la présentation de ces deux. Merci Vincent. Je pense que time is up. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Moi, je trouve ça super intéressant. Je n'y connaissais rien, mais au moins, j'ai appris des choses. Alors moi, je pose une question. Je n'y connais rien, mais je pose une question quand même. Quels sont les clients de ce genre de techno? Alors, clients au sens utilisateur, business, utilisateur. Alors, ces technos-là en particulier, avec tout ce qui est tuiles vectorielles et OGC API, c'est des choses qui sont assez récentes. C'est des choses qui ont été développées cette dernière année. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement intégré dans les systèmes d'information géographique par défaut, mais ça commence à l'être de plus en plus. Nous, on travaille beaucoup avec Orange sur leur SIG au sens large. Ils n'ont pas encore intégré, mais potentiellement, c'est des choses intéressantes. La future géoplateforme de l'IGN intégrera certainement des services de ce type-là. Après, c'est globalement tous les gens qui vont faire du SIG sur le web. Avant, ils utilisaient des protocoles tels que WFS, WMS, qui sont des choses qui marchent, mais qui ont un fort intérêt à basculer vers ce type de protocole-là maintenant. Donc, et après, il y en a... J'en ai une liste quelque part de clients et de sites qui utilisent ça directement, mais je ne les ai pas en tête. Donc... Merci Vincent. Je pense qu'on peut applaudir.